Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire sur la gestion des infrastructures naturelles urbaines qui est co-organisé par la Fondation David Suzuki et Habitat. Mon nom est Maxime Fortin-Faubert. Je suis biologiste de formation et chercheur invité à la Fondation David Suzuki. Je suis basé à Montréal et c'est moi qui va animer le webinaire d'aujourd'hui. Je tiens à souligner que je me trouve actuellement en territoire autochtone non cédé, qui est depuis longtemps un lieu de rencontre et d'échange entre les nations. Je tiens à remercier les nations Kanien'kehá:ka et Anishinaabe, qui ont été porteurs de savoirs étroitement liés à l'île de Montréal, qui est aujourd'hui connue sous le nom de Montréal, mais qui a été leur terre ancestrale depuis des temps immémoriaux. Donc, nous avons le devoir de décoloniser nos esprits parce qu'en reconnaissant leur rôle de gardien, on s'ouvre à une meilleure compréhension de ce qui est nécessaire pour avancer ensemble vers un avenir qui est bénéfique à tous. On a des participants de partout au Canada qui se joignent à nous aujourd'hui pour le webinaire. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à utiliser le chat pour vous présenter en mentionnant votre nom, votre institution et reconnaître votre nation hôte. En cas de doute, vous pouvez consulter le native-land.ca. On pourra mettre le lien dans le chat. Donc, l'événement d'aujourd'hui a été organisé par la Fondation David Suzuki et Habitat dans le but de souligner l'aboutissement d'un travail d'envergure sur la gestion des infrastructures naturelles urbaines. Donc, dans quelques instants, je vais vous présenter les différents intervenants et intervenantes qui vont être invités à présenter brièvement les raisons, la manière dont l'outil a été créé, puis les fonctions de l'outil et les différentes façons de l'utiliser vous seront présentées. On aura une période d'échange avec les différents intervenants sur leur vision d'utilisation des cartes pour les communautés. Donc, avant de commencer, je voudrais aussi remercier la Fondation Rothberg pour le financement qui a permis de rendre ce projet, ce webinaire possible. Donc, leur soutien continu a permis à Habitat d'approfondir la capacité des communautés et des planificateurs à créer des environnements plus équitables et durables. Donc, un petit rappel technique, j'invite les intervenants et intervenantes du webinaire à couper leur micro en attendant leur tour de parole. Sinon, pour toute l'audience, je vous informe que le micro est coupé de façon automatique, mais vous avez quand même accès au chat et à la section questions et réponses. Donc, on vous encourage à poser vos questions dans la section questions-réponses qui est au bas de la page et à utiliser le chat pour toute question technique. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré. Nous allons vous partager le lien de l'enregistrement ainsi que le lien des cartes après la séance d'aujourd'hui. J'aimerais maintenant vous présenter nos intervenants et intervenantes en commençant avec Sylvia Wood et Olivier Tanguy d'Habitat qui ont créé cette carte. Sylvia Wood est directrice des sciences et de la recherche chez Habitat. Elle est titulaire d'un doctorat en géographie et d'une maîtrise en écologie forestière. Elle possède une expertise en écologie du paysage et une spécialisation dans la modélisation de la biodiversité et des services écosystémiques. Elle a participé à la conception du projet en collaboration avec la Fondation David Suzuki en 2022. Olivier Tanguy est coordinateur projet chez Habitat. Il est titulaire d'une maîtrise en géographie et est spécialisé en écologie forestière, en évaluation et en modélisation des services écosystémiques. Puis, il a été chargé de diriger ce projet. On accueille aussi des intervenants et intervenantes des villes qui ont été sollicités pour commenter et apporter leur contribution à la carte. On a donc Julie Deslandes et Gabrielle Dutil de la Ville de Québec et Alexandre Dumas de la Ville de Gatineau. Donc, Julie Deslandes est conseillère en environnement au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement à la Ville de Québec depuis 15 ans. Elle détient une maîtrise en sciences et œuvre depuis plusieurs années dans la conservation des milieux naturels et a d'ailleurs coordonné l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques sur le territoire de l'agglomération de Québec. Gabrielle Dutil agit comme conseillère en environnement à la Ville de Québec depuis 2023. Elle détient un baccalauréat en environnement et a acquis de l'expérience
en conservation des milieux naturels et en verdissement, ce qui l'amène aujourd'hui à coordonner la planification de la prochaine vision de l'arbre à Québec. On a aussi Alexandre Dumas de la ville de Gatineau, qui est coordonnateur en foresterie urbaine au service de la transition écologique de la ville de Gatineau. Il est ingénieur forestier spécialisé en foresterie urbaine et a débuté sa carrière à la ville de Montréal. Il travaille maintenant à la ville de Gatineau depuis 15 ans. Il s'occupe notamment du plan de foresterie urbaine 2023-2030 de la ville de Gatineau. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table en commençant par demander à nos amis d'Habitat de nous expliquer le contexte qui a mené à la réalisation du projet. Donc, je laisse la parole à Sylvia ou Olivier. Merci beaucoup pour cette question, Maxime. Oui, c'est une très bonne question. C'est un projet sur 2 ans, alors ça fait beaucoup de temps qu'on réfléchissait à ça. Mais ça a vraiment venu de nos expériences de travailler avec plusieurs villes à travers le Québec, mais aussi d'autres parties du Canada, où on fait souvent une caractérisation des infrastructures naturelles et les milieux naturels et semi-naturels en ville, dans une perspective d'informer la prise de décision ou une stratégie sur la conservation ou la résilience de ces milieux naturels. Et ceci nous a donné une perspective de voir que vraiment c'est intéressant la diversité de façon dont la nature est intégrée dans le tissu des villes et que ça fait vraiment partie de leur identité. Alors, il y a vraiment des éléments qui distinguent chaque ville, mais ce que nous avons aussi reconnu, c'est que malgré tout ça, ils se font face à les mêmes types de menaces, les mêmes types de défis à travers les différentes villes. Alors, on parle souvent de changement climatique qui pose des menaces à nos infrastructures, mais aussi au niveau social. Souvent, les villes ont inhérité un patrimoine naturel qui n'est pas reparti de manière équitable sur le territoire, ce qui mène des fois à des différences en termes d'accès et de provision de services que ces milieux naturels rendent aux citoyennes. Alors, on pensait que ça serait vraiment utile d'essayer de monter un cadre d'analyse conceptuelle qui permette d'évaluer les infrastructures naturelles de manière standardisée à travers des villes pour être capable d'offrir des informations pour mieux informer la prise de décision et être comparable aussi entre les villes. Alors, ceci était vraiment la motivation de voir si on peut retirer des leçons lorsqu'on regarde à travers les villes, de comment est-ce qu'on peut lutter contre les mêmes défis malgré les différences en termes de patrimoine naturel que nous avons en place. Génial, merci beaucoup Sylvia. Maintenant, j'inviterai les intervenants et intervenantes des municipalités à nous partager les raisons pour lesquelles leur équipe a accepté de participer au projet. Donc, par exemple, c'était quoi vos besoins, votre intérêt pour les infrastructures naturelles, puis c'était quoi vos attentes initiales. Donc, on pourrait commencer par Julie ou Gabriel de la Ville de Québec. Oui, merci Maxime. Nous, on a été approchés en 2022 pour c'est ça, cette opportunité-là de collaborer là, avec des équipes de recherche là, vraiment reconnues là, dans le domaine là, au niveau de la gestion de la forêt urbaine, de l'analyse de la connectivité, des plans de conservation. À cette époque-là, en 2022, c'est une année vraiment très effervescente. On est en train de finaliser notre plan régional des milieux humides et hydriques. On est en cours d'élaborer un portrait sur nos boisés urbains. Ça a été l'année aussi de la COP 15 hein, qui a amené beaucoup d'engagement au niveau des municipalités au Québec. Notamment à Québec, on s'est engagé à élaborer une stratégie sur la biodiversité puis à intégrer cette notion-là de biodiversité dans notre plan d'urbanisme. Donc, on voyait vraiment une opportunité là, vraiment, on se considérait très chanceux d'avoir été sélectionnés dans cette démarche-là pour en apprendre plus sur nos services écosystémiques. La plateforme aussi, l'intérêt, je trouve, c'est que c'est une vision intégrée sur l'ensemble des infrastructures naturelles. Tu sais, on parle en partant de l'arbre individuel jusqu'aux forêts urbaines, nos grands boisés, puis nos milieux humides. Toute cette question du changement climatique, hein, on connaît un peu la résilience de nos arbres, mais on n'a pas une vision globale. En tout cas, à l'époque, on ne l'avait pas. Puis aussi, la question
changement d'utilisation du territoire. Là, je ne sais pas si ça va être abordé aujourd'hui, mais il y a des scénarios d'aménagement du territoire qui ont été testés par l'équipe de recherche. Puis on trouvait que c'était une belle opportunité de tester des scénarios extrêmes, tu sais, en termes de développement et de conservation pour essayer vraiment de guider là, nos décisions, nos planifications au niveau de l'aménagement du territoire. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Alexandre, je t'invite à partager aussi ton expérience par rapport au projet. Ben, d'abord, si nous avons accepté d'embarquer dans le projet, mais c'est parce qu'on a été approchés. Puis j'aimerais justement profiter de l'occasion pour remercier la Fondation David Suzuki et la firme Habitat qui a réalisé le mandat là, de nous avoir approchés. Là. Donc, on considérait que c'était une excellente opportunité de se joindre dans une étude puis un projet qui n'était pas en canadien. Là. Donc, c'était vraiment une belle opportunité, non seulement de rayonnement, mais aussi d'acquisition de connaissances. De notre côté, ben, comme je travaille pour le service de la transition écologique, donc on est en transition, donc on veut en faire plus. On est très conscient de l'urgence d'agir, du sérieux de la situation quand on parle de lutte et d'adaptation au changement climatique. Donc, on a beaucoup d'interventions qui sont planifiées. On va en faire beaucoup plus. Et puis ça, c'était l'opportunité pour nous d'avoir un outil de travail qui allait prioriser nos interventions. Dans le contexte que je mentionnais de changement climatique, mais aussi dans un contexte que la ville de Gatineau, quatrième ville en importance au Québec, mais c'est une ville qui est encore en développement. Il y a beaucoup de pression pour le développement résidentiel. Ces pressions-là se font sur les milieux naturels, comme vous le savez tous, et des enjeux de densification. Donc, le territoire de Gatineau n'est pas totalement construit, mais il y a aussi la densification qui se fait sur des territoires construits. Donc, ça, c'est toutes des pressions qu'on doit considérer dans notre planification du travail au sein de la ville de Gatineau. Puis plus tard, dans la rencontre, là, on pourra revenir encore plus en détail sur comment est-ce qu'on va utiliser précisément l'outil. Excellent. Ben, merci beaucoup à vous cinq d'être avec nous aujourd'hui. Maintenant, je pense que je laisserai la parole à Sylvia Wood pour nous présenter le projet plus en détail. Parfait. Merci, Maxime. Alors, dans cette section du webinaire, je vais prendre parole pour vous expliquer un peu le travail que nous avons fait ensemble avec les villes canadiennes pour le développement de cette cadre conceptuelle et des outils. Alors, nous avons nommé ça « Montrez-moi des bénéfices » parce que c'est vraiment ça que rendent nos infrastructures naturelles en territoire dans une perspective de vouloir améliorer l'équité et la résilience de ces infrastructures naturelles. Alors, c'était un travail, comme mentionné, qui a pris place sur 2 ans, vraiment en collaboration avec 5 villes à travers le Canada qui ont été choisies pour représenter une diversité de taille, d'environnement, de géographie, etc. Là, on a travaillé avec la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, avec Saskatoon dans les prairies, Ottawa, Gatineau au centre de Canada, et aussi la ville de Québec un peu plus à l'est. Et vraiment, nous avons travaillé pour élaborer un cadre pour la gestion des infrastructures naturelles en ville qui prenait l'approche spatiale au centre de l'approche. Et ceci est vraiment important parce qu'on sait que, comme j'ai mentionné souvent, nos infrastructures naturelles ne sont pas reparties d'une manière équitable sur le territoire, ce qui veut dire que c'est possiblement différents types de bénéfices qui sont rendus par ces infrastructures naturelles dans différents coins d'une ville. Alors, on voulait vraiment sortir cet élément d'espace dans l'analyse et la quantification des bénéfices qui sont rendus par les infrastructures naturelles. Mais à ça, on voulait aussi ajouter une dimension d'accès socio-économique. Qui a accès à ces bénéfices et à cette nature-là? Est-ce que c'est toujours les mêmes groupes de personnes? Est-ce que ça varie de ville en ville? Et finalement, on doit aussi évaluer où sont les risques sur le territoire que les changements climatiques posent à nos infrastructures naturelles qui pourraient avoir un impact négatif possiblement sur ces bénéfices rendus. Alors, ceci était vraiment l'objectif principal du travail. Et à la fin, comme ce sont des résultats qui sont spatiaux, on voulait aussi monter un outil pour visualiser ces résultats et permettre, soit dans les villes, entre les départements, d'avoir une plateforme commune où ces différentes informations sont présentées ensemble,
mais qui pourrait être aussi utilisé pour engager des discussions avec des parties prenantes, soit des autres membres dans les départements, dans les villes, ou les citoyennes, pour qu'ils comprennent mieux c'est quoi la nature qui les entoure en ville, c'est quoi la valeur, les bénéfices qu'ils retirent, mais aussi c'est quoi les actions qu'ils pourraient prendre pour renforcer ce nature-là. Alors, dans les prochaines diapos, je vais vous montrer le cadre conceptuel que nous avons monté ensemble. Et par après, mon collègue Olivier va vous présenter l'outil et la carte interactive associée. Alors, notre cadre conceptuel, on s'est dit que si on peut bien répondre à ces trois questions-là, on a vraiment un bon topo de c'est quoi de l'état de la nature et des infrastructures naturelles en ville, ce qui pourrait permettre de faire des décisions éclairées sur son gestion future. Alors, les trois questions qu'on voulait aborder, c'était premièrement, où sont nos infrastructures naturelles? Ceci a l'air d'être une question assez facile, mais dans les villes, souvent, les données, les connaissances sont reparties entre plusieurs différents départements qui n'ont pas toujours la même vision sur c'est quoi l'infrastructure naturelle et comment ça pourrait être géré dans son ensemble à travers les différents départements. Alors, on voulait vraiment faire une première mise en connaissance de où ces infrastructures naturelles. La deuxième, c'était de comprendre c'est quoi les bénéfices qu'ils apportent aux résidents, aux citoyens dans la ville. On sait qu'ils peuvent lutter contre les changements climatiques, mais c'est quoi les autres services qu'ils rendent? Est-ce qu'on peut aussi calculer ça dans une manière spatiale pour les quantifier à travers la ville? Et dernièrement, c'était qui a accès à ces infrastructures et à les bénéfices qui sont rendus par ces infrastructures. Alors là, on voulait aborder cette question socio-économique. C'est quoi les populations qui ont accès et lesquelles peut-être ont moins? Et on s'est dit que si on pourrait vraiment répondre de manière efficace à ces trois questions-là, on aura une belle diagnostic ou portrait du territoire qui pourrait par après informer les différents types de prises de décision. En particulier, on a ciblé deux différents types de prises de décision. La première, c'est les actions qui pourraient promouvoir l'équité environnementale lorsqu'on combine cette première étape avec des données additionnelles socio-économiques qui proviennent du Census du Canada. Et deuxièmement, des actions qui pourraient rendre nos infrastructures naturelles plus résilientes, surtout dans une vision de changement climatique. Alors, en les combinant avec des indicateurs climatiques. Alors, pour les prochaines diapos, je vais passer par chacune de ces étapes-là pour vous présenter c'est quoi l'approche que nous avons prise pour répondre à chacune de ces questions-là. Et à la fin, vous montrer un peu comment on pourrait utiliser l'outil pour répondre à une question d'équité environnementale. Alors, premièrement, comme j'ai dit, où sont les infrastructures naturelles? Ça a l'air comme une question assez facile, mais on n'a pas tous la même conception de c'est quoi une infrastructure naturelle. Alors, dans le cadre de ce projet, nous avons pris 4 types. On a regardé les arbres publics. Alors, ce sont des arbres qui sont gérés par la municipalité ou la ville. Alors, ce sont souvent des arbres de rue, des arbres qui sont dans les parcs. On a regardé des grands écosystèmes qui sont toujours dans la ville. Alors, les forêts, les boisés, les milieux humides. Et finalement, les parcs urbains. Alors, ce sont des espaces verts qui sont gérés souvent par la ville, mais qui peuvent avoir des fonctionnalités assez différenciées. Ça peut être une arrière-cour d'une école, une cours sportif, aussi un parc plus dédié pour les actions d'activité ou loisirs. Alors, chacune de celles-là sont prises en compte dans notre cadre conceptuel. Alors, nous avons dû travailler fort avec des villes pour identifier c'est quoi les jeux de données qui pourraient représenter ces infrastructures naturelles en ville. Alors, la première, pour les arbres publics, on a identifié des inventaires d'arbres qui nous permettent de savoir c'est où chaque arbre et c'est quoi son identité ou l'espèce. On avait trouvé des polygones qui nous permettent d'identifier où les forêts urbaines et les milieux humides sur les territoires. Et on a utilisé une diversité d'approches pour identifier tous les différents types de parcs ou espaces verts sur le territoire-là. Des fois, ça venait des villes, mais des fois, on a aussi pu utiliser des outils comme OpenStreetMap pour identifier d'autres. Alors, nous avons mis toutes ces choses ensemble là pour faire un portrait des infrastructures naturelles dans chaque ville. Là, pour comprendre c'est quoi les bénéfices qu'ils fournissent, on a fait appel à plusieurs différents types de modèles ouverts pour les quantifier. Alors, on a regardé premièrement au carbone stocké et sécrété par les arbres et les boisés. Alors, ceci est partie de la lutte contre les changements climatiques. On a regardé à l'amélioration de la qualité de l'air qui est fournie par les arbres.
Alors, eux, ils filtrent souvent les polluants aériens qui peuvent avoir un impact néfaste sur la santé humaine. On veut les éviter. On a regardé aussi la régulation de l'eau. Alors, comment est-ce que les espaces verts peuvent recevoir et infiltrer l'eau pluviale qui arrive pour éviter un montant qui va dans les systèmes d'égouts et peuvent causer de temps en temps des inondations locales. Nous avons aussi regardé comment les espaces verts, à travers des fonctionnements d'évapotranspiration, pour réduire les effets des îlots de chaleur avec des canicules qui deviennent de plus en plus fréquentes. Et en revanche, offrir des îlots de fraîcheur pour les citoyennes, pour les chercher ça dans les journées d'été très chaudes. Nous avons aussi regardé la distribution de ces milieux naturels sur la ville pour savoir est-ce qu'ils sont connectés, est-ce que la biodiversité peut se traverser à travers la ville et ou utiliser ces espaces-là comme de l'habitat. Ceci est important pour fournir autant d'habitat pour les espèces, mais aussi des opportunités récréatistiques pour les personnes qui peut-être aiment aller faire des observations d'oiseaux. Et finalement, nous avons aussi regardé en l'accès. Alors, où chacun de ces différents milieux naturels, est-ce que les personnes ont accès dans un rayonnement de 300 mètres à ces zones-là? Alors, ces 6 services écosystémiques, nous avons pu cartographier de manière spatiale sur le territoire. Et lorsqu'on les ramène sur une échelle équivalente, on peut faire des chevauchements pour produire ce que nous appelons le benefitscape. Alors, pour le faire, on normalise et on ajoute les valeurs de chaque service écosystémique pour produire ce que vous voyez à droite ici. Alors, ici, on regarde la ville de Saskatoon, notre ville partenaire dans les prairies. Ici, on voit que la valeur des bénéfices totaux rendus par les infrastructures naturelles à travers la ville. Les couleurs plus jaunes, jaunâtres, ce sont des zones qui fournissent beaucoup de bénéfices. Lorsque des couleurs plus bleues ou violettes sont des zones qui fournissent moins de services et de bénéfices. Alors, on voit que dans le partie sud-centrale de la ville, on a des centres de haute concentration de bénéfices qui sont fournis par les milieux naturels. Et dans les alentours de la ville, il y a beaucoup moins. Alors, déjà, on voit qu'il y a une répartition non équivalente ou non équitable à travers la ville de Saskatoon en termes de les bénéfices qui sont rendus. L'autre chose à mentionner, c'est que ces valeurs-là sont agrégées au niveau des aires de dissémination, qui est l'échelle spatiale la plus fine du census du Canada. Et ceci, ce sont des zones qui habitent à peu près 700 personnes qui ont une caractérisation socio-économique assez homogène. Et ceci, c'est intéressant parce que ça nous permet de poser la question qui a accès? De ces 700 personnes qui habitent dans une zone de haut bénéfice, c'est quoi les démographiques qui sont présentes? Et à la revanche, c'est quoi celles qui sont dans les zones violettes? Et ceci peut être utilisé pour identifier des zones pour promouvoir des activités pour l'équité environnementale. Alors ici, je vous montre le croisement de ces deux différents types de données. Alors, en haut, on a le benefitscape que nous avons vu par avant. Maintenant, on les croise avec des indicateurs socio-économiques qui viennent du census. Alors, c'est une échelle assez compliquée à lire, mais en général, les couleurs qui se tendent plus vers le bleu foncé, ce sont des zones qui ont beaucoup de bénéfices qui sont fournis par les infrastructures naturelles. Alors, on a le turquoise et le bleu foncé. Et sur l'autre axe, on a la salaire médiane. C'est juste une de plusieurs différents types d'indicateurs socio-économiques qu'on peut croiser. Alors, le plus foncé, le rose, la couleur rose, le plus que c'est des ménages avec des salaires médianes élevés. Alors, lorsqu'on regarde la ville de Saskatoon encore, on peut se concentrer sur cette zone au centre qui était vraiment illuminée avec beaucoup de bénéfices. Et on voit des couleurs de turquoise et sortir. Alors, ça, c'est des zones de bénéfices écologiques très élevés. Et on peut voir qu'ils sont associés à des ménages de salaire médiane assez moyenne. Alors, ce sont des personnes, ce n'est pas les plus riches qui ont le plus d'accès dans cette cas-ci. C'est les personnes qui ont des salaires médianes. Et à côté, on voit aussi une couleur violet foncé, qui sont les groupes les plus riches, avec des salaires médians les plus élevés, qui ont aussi quand même des bénéfices écologiques assez importants. Mais ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'il y a des grandes zones qui sont grises. Et ces zones-là sont caractérisées par des bénéfices écologiques très faibles.
Alors, il manque vraiment des services rendus par ces infrastructures naturelles. Mais ils sont aussi des ménages qui ont des salaires médians très faibles. Alors, ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement recours à des ressources économiques pour pallier certains enjeux comme des îlots de chaleur avec l'achat de la clim chez la maison. Alors, ceci pour déjà orienter les sites d'intervention pour les villes pour penser à comment intervenir pour alléger certaines de ces déficiences. Alors, ceci, c'est juste un petit survol du cadre analytique. Et je vais passer la parole maintenant à mon collègue Olivier pour vous donner un peu le dévoilement de l'outil. Merci beaucoup Sylvia. Bonjour tout le monde. Donc oui, Sylvia vous a présenté le cadre analytique, donc les grandes étapes du projet, à savoir où sont les infrastructures naturelles, quels sont les bénéfices que ces infrastructures naturelles offrent et puis qui y a accès. Puis là maintenant, on va aller faire un petit tour sur la carte interactive pour vous montrer un petit peu le résultat du projet en tant que tel. Je vais vous partager mon écran, une petite seconde. Hop là, donc là vous devriez voir mon écran. Donc, ça, c'est la page d'accueil du projet, juste la page précédente, juste avant de pouvoir consulter les cartes. Donc, il y a quelques informations sur expliquer comment le projet est né, la portée du projet, les objectifs. Ensuite, ici, on a accès aux 5 cartes de chacune des villes. Et puis, un petit peu plus bas dans cette page, on a des statistiques pour chacune des villes. Parce que, comme Sylvia le mentionnait, nos méthodologies pour chacune de nos analyses sont les mêmes d'une ville à l'autre. Donc, on a un cadre méthodologique qui s'applique de façon similaire à chacune des villes et qui peut être réplicable pour toutes les villes canadiennes, puisqu'on se base principalement sur des données publiques. Quand il y avait des données aussi plus spécifiques que les villes avaient, on les a utilisées, mais en général, on peut juste faire nos analyses à partir de données publiques. Puis voilà, on a pu donc comparer différentes statistiques. On ne va pas toutes les lister, mais mettons les indices de canopée, les superficies de l'eau de chaleur et de fraîcheur, etc., etc. On va plutôt aller voir la carte parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, Sylvia vous a montré Saskatoon. Moi, je vais vous montrer plutôt Québec pour montrer un petit peu les mêmes choses que Sylvia présentait précédemment. Alors, on arrive ici sur la ville de Québec. Bon, vu qu'on voulait rendre cet outil assez facile d'utilisation pour les citoyens, mais aussi pour les urbanistes, on a mis en place un petit bouton tutoriel ici, puis on va suivre en fait ce petit bouton tutoriel pour vous expliquer comment la carte fonctionne. Donc, en haut à droite de votre écran, ici, vous avez des menus déroulants où on peut sélectionner en fait le thème principal que vous souhaitez afficher et ensuite la couche. Donc là, actuellement, on voit les infrastructures naturelles de la ville de Québec. C'est la légende qui est ici. On a ensuite un petit texte qui explique brièvement qu'est-ce qui est affiché à l'écran. Donc là, c'est assez simple, on parle juste des infrastructures naturelles, mais vu qu'on a fait beaucoup d'analyses, il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Donc ça, c'est une petite explication. Si vous voulez des explications plus détaillées, il y a ce bouton méthodologie là, où là, il y a toute l'explication qui est faite sur comment on a procédé à l'analyse, quels sont les logiciels qu'on a utilisés, les articles scientifiques qu'on a consultés, etc. Je peux vous montrer très rapidement, voilà, ici, bon, c'est pas vraiment une analyse en tant que telle, ça, donc la méthodologie est assez simple, mais voilà, pour chacune de nos analyses, on a ce petit bouton méthodologie. Donc, si on continue ensuite notre tutoriel, en dessous, ici, on a l'opacité. Donc, c'est juste, ça permet en fait de rendre plus ou moins transparent ce qui est affiché à l'écran. Ensuite, si on monte en haut à gauche, ici, on a un onglet qui s'appelle Jeux de données et métadonnées. Puis, ça vous permet en fait d'accéder à une page où vous pouvez télécharger les jeux de données, télécharger les explications, donc toute la méthodologie et les métadonnées. Puis ça, c'est peut-être plus à destination des urbanistes ou des gens, des villes qui vont travailler, qui vont utiliser ces données-là. Mais voilà, c'est en libre accès, c'est disponible pour tout le monde. Juste à côté de cet onglet-là, on a l'onglet Autres villes. Donc là, ça nous permet d'accéder aux cartes des autres villes directement. Et finalement, ici, c'est un petit bouton qui nous permet de revenir à la page d'accueil que je vous montrais précédemment.
Je peux peut-être très rapidement vous montrer à quoi ressemble cet onglet-là, qui est les jeux de données et métadonnées. Donc, on peut juste venir sélectionner le jeu de données qu'on veut. On a une rapide explication ici, par exemple. Puis, il y a tout aussi. Excusez-moi. Il y a ici le guide méthodologique qui comprend l'ensemble des méthodologies de chacune des analyses et puis aussi le document de métadonnées où là, il y a pour expliquer les tables attributaires de chacun des jeux de données créés. Bon, on va retourner sur notre carte. Bon, c'est vraiment une carte interactive. On peut zoomer, on peut se déplacer où on veut. Et puis, je vais un petit peu reprendre ce que Sylvia vous a présenté. Donc, je viens ici pour sélectionner le thème principal que je souhaite regarder. Donc là, Sylvia, elle vous a parlé, elle, des services écosystémiques qui étaient prodigués par les infrastructures naturelles. Donc, je clique ici, puis ensuite, il y a différentes couches qu'on pourrait afficher. On va se limiter à celle que Sylvia a présentée, donc c'est-à-dire l'analyse de benefitscape. Donc, prendre en considération plusieurs services écosystémiques, les mettre ensemble et puis pouvoir les visualiser sur une carte. Et donc, plus la couleur est jaune, plus il y a beaucoup de bénéfices écologiques. Dans le cas de la ville de Québec, ce qui ressort, c'est que la couronne nord offre beaucoup de services écosystémiques. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nature en général. Si on change un petit peu l'opacité, on regarde, voilà, ici, par exemple, cette zone-là, c'est quasiment que des milieux forestiers. Mais il y a quand même certains secteurs dans la ville où il y a pas mal de bénéfices écologiques. On voit par exemple ces zones-là ont quand même une couleur jaunâtre, donc c'est des bénéfices assez importants. Alors que ces zones ici, on voit qu'il y a peu de bénéfices, puisque les couleurs sont plus de teinte bleue. Puis si on enlève un petit peu juste notre opacité pour voir à nouveau, on voit par exemple ici les quartiers où il y avait beaucoup de bénéfices, on voit rien que visuellement qu'il y a beaucoup d'arbres, alors qu'ici, ces quartiers où il y a peu de bénéfices, c'est des quartiers où il y a beaucoup de surfaces minéralisées et peu de végétation en général. Donc, cette première analyse, elle permet déjà, juste en considérant les critères écologiques, de déterminer, de spatialiser où est-ce qu'il y a beaucoup de bénéfices. Mais après, on peut se dire, comme Sylvain le mentionnait, on aimerait promouvoir l'équité environnementale, donc se dire si la ville avait un certain budget pour ajouter des infrastructures naturelles, où est-ce qu'elle aimerait en mettre. Donc peut-être on aimerait en ajouter dans des zones où il y a peu de bénéfices écologiques pour augmenter, pour redistribuer ces bénéfices écologiques, mais on peut prendre en considération des critères socio-économiques. Donc, si on zoome sur cette petite zone-là, on voit qu'il y a peu de bénéfices écologiques. Donc là, maintenant, je vais changer mon thème pour prendre en considération les services écosystémiques et les critères socio-économiques. Donc, dans notre menu déroulant, on en a 5 principaux. Si vous téléchargez les données, il y en a beaucoup plus. Mais pour la carte, on s'est limité aux 5 les plus importants. Puis, on va regarder, par exemple, le revenu médian. Donc, ce qui se passe ici, quand on est dans une teinte de grise, ça veut dire qu'on est dans une zone où il y a peu de bénéfices écologiques. Puis, les revenus médians sont aussi faibles. Donc, c'est des quartiers où les personnes n'ont pas un gros revenu comparativement au reste de la ville. Donc là, on voit que pour l'ensemble de ces zones-là, il n'y a pas vraiment de manière de savoir où est-ce qu'on devrait ajouter de la nature, enfin des infrastructures naturelles en priorité. Mais on a nos autres critères socio-économiques qu'on peut prendre en considération. Donc, si on regarde la vulnérabilité situationnelle, la vulnérabilité situationnelle, ça prend en considération le niveau d'éducation des personnes et puis aussi l'état des bâtiments, à savoir est-ce qu'il y a beaucoup de travaux majeurs à faire de réparation. Donc là, déjà, ça nous permet de un petit peu mieux hiérarchiser. On voit que cette zone qui est grisée, en termes de vulnérabilité situationnelle, c'est faible, c'est-à-dire que comparativement aux zones où c'est plus rose, dans cette zone-là, il y a le niveau d'éducation des résidents est plus élevé, puis les bâtiments sont en meilleur état. Donc peut-être c'est dans ces zones-là alentour qu'on aimerait ajouter des infrastructures naturelles. On pourrait utiliser d'autres critères socio-économiques pour venir raffiner notre priorisation en quelque sorte. On peut regarder, par exemple, la dépendance écologique. Là, tout le monde a une faible dépendance écologique, à part ce quartier-là. La dépendance économique, rapidement, ça a trait en fait au
aux habitants qui habitent dans ces zones, dans ces quartiers-là, est-ce qu'ils ont besoin de revenus externes pour leur subsistance en quelque sorte, donc des ressources gouvernementales. Donc voilà, je ne veux pas passer trop de temps sur la carte. Là, c'est vraiment l'idée de regarder rapidement comment ça fonctionne. Je veux qu'on laisse quand même du temps pour qu'on discute tous ensemble. Puis on va vous envoyer le lien de toute façon après. Donc chacune, vous pourrez aller explorer cette carte, ces cartes. Hein, vous pouvez aller dans chacune d'elles. Puis voilà. Donc ça, c'était vraiment juste le volet pour promouvoir l'équité environnementale, mais il y a aussi tout un volet de rendre nos infrastructures plus résilientes. Donc ce seraient ces thèmes qui sont ici, mais on l'abordera plutôt en fin de webinaire s'il reste un petit peu de temps. Donc voilà, je repasse la parole à Maxime. Super. Ben, merci beaucoup, Olivier et Sylvia, pour l'excellente présentation. Je pense que c'est évident que votre équipe a réalisé un travail colossal pour créer cette plateforme. Donc, je rappelle à toute l'audience qu'on avait prévu un temps pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à écrire les questions dans la section questions-réponses au bas de la page. Sinon, j'inviterai peut-être les intervenants et intervenantes des municipalités partenaires à repartager votre expérience dans le projet en revenant sur vos attentes initiales. Donc, peut-être préciser si vos attentes ont été comblées, puis comment vous envisagez utiliser l'outil dans votre ville. Est-ce que vous avez déjà commencé à consulter les cartes? Donc, je commencerai par Julie ou Gabrielle de la Ville de Québec. Je peux me lancer. En fait, on a vraiment eu goût juste à la pointe de l'iceberg, là, tu sais, dans la démonstration. Il y a vraiment énormément d'informations qui ont été compilées dans l'outil. Puis, comme vous voyez, là, il y a différents niveaux d'organisation spatiale. Ce qui est super intéressant pour nous à la ville, c'est, oui, pouvoir consulter là, sur une plateforme, mais aussi avoir la possibilité de télécharger les informations qui ont été traitées. Fait qu'à ce moment-là, on peut les intégrer, tu sais, aux analyses qu'on réalise déjà, puis aller vraiment plus loin en intégrant, tu sais, différents aspects au niveau de la vulnérabilité là, des infrastructures, puis l'aspect socio-économique là, qui est vraiment un élément là, qu'on n'avait pas adressé là, de façon très approfondie là, jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment là, en tout cas quelque chose qui est bien pour nous. Pour donner juste quelques petits exemples, parce que je pense que les applications peuvent être vraiment multiples, là, jusqu'à présent, en tout cas de mon côté, au niveau de l'analyse des corridors écologiques, là, on travaille beaucoup là-dessus actuellement dans la révision de notre plan d'urbanisme, puis aussi dans nos planifications. Donc, on a utilisé toute la matrice de flux là, qui permet de définir là, spatialement là, les corridors qui risquent d'être plus utilisés là, par la faune et la flore là, pour garder des liens là, entre nos différents milieux naturels. Donc, on a vraiment utilisé cette matrice-là pour regarder dans tel secteur la planification qu'on faisait. Est-ce que c'est cohérent avec le maintien de ces corridors-là? Donc, ça nous a réconforté là, dans un cas là, au niveau de nos décisions qu'on anticipait. Puis aussi au niveau de notre plan d'urbanisme, ça nous permet vraiment là, de valider là, certains corridors là, qu'on planifiait intégrer dans cet outil-là. Aussi, au niveau de la planification, de la restauration des milieux naturels, les municipalités, hein, on s'engage de plus en plus là-dedans. Donc, on voit vraiment là, une plus-value là, à utiliser ces informations-là pour vraiment prioriser les secteurs où il y a des déficits de services ou certaines vulnérabilités au niveau des populations. Fait que c'est vraiment des intrants très riches là, à cet égard-là. Je ne sais pas, Gabrielle, au niveau des arbres, si tu souhaiterais compléter un peu. Oui, merci Julie. De notre côté, mon mandat principal, c'est plus la planification de la forêt urbaine. Et donc, l'outil est vraiment hyper intéressant, tant dans
dans le fond, l'identification de zones qui sont plus vulnérables ou moins équitables, mais également juste dans le choix des essences pour renforcer la résilience, renforcer l'adaptabilité au climat. Donc, c'est vraiment un outil hyper intéressant là, dans la planification de la forêt urbaine. Puis également pour améliorer nos pratiques. Donc, autant du côté municipal, ça nous permet tu sais, de changer nos pratiques en se référant vraiment sur le territoire, qu'est-ce qu'il y a à partir de critères scientifiques, mais également d'orienter le non municipal vers des pratiques qui sont plus intéressantes et cohérentes avec le contexte là, de la forêt urbaine qu'on a. Donc, c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant là, et hyper complet pour l'aspect foresterie urbaine. Super. Puis de votre côté, Alexandre, est-ce que la ville de Gatineau a commencé à utiliser l'outil ou est-ce qu'elle envisage de le faire? C'est tout récent, là, donc on n'a pas nécessairement des pratiques bien implantées là, d'utilisation de l'outil, mais on voit tout le potentiel. Là. Donc, si je vais à partir du début, là, quand on a été approché, moi pour ma part, là, ce que je considère important, là, c'est que oui, c'est d'être égal envers les citoyens, mais c'est encore plus important d'être dans l'équitabilité, d'être équitable envers les citoyens. Puis là, c'est des informations supplémentaires qui sont disponibles pour nous pour mieux orienter nos décisions. C'est ce que je disais au départ, là, en début de conférence. C'est que nous, on considère ça comme étant un outil de décision. Puis si je peux donner un exemple concret. Parce que moi, je travaille en foresterie urbaine, donc on planifie beaucoup de plantations d'arbres. Sur les terrains municipaux, on a quand même beaucoup de connaissances pour bien prendre nos décisions, faire une bonne planification, mais là, on veut intensifier nos interventions sur le terrain privé. Donc là, c'est des interventions qui sont plus directes envers des citoyens. Et puis, on n'a pas le choix d'avoir des considérations pour être équitable envers les citoyens et de considérer, par exemple, comme il a été montré, la vulnérabilité de cette population-là qui habite dans un secteur quand on prend des actions qui visent à, en bout de ligne, à demander une conformité réglementaire. Donc, avant d'aller là, c'est important d'avoir l'information pour bâtir des programmes de soutien bien accompagner les citoyens pour qu'ils puissent se conformer en bout de ligne à ce qu'on veut leur proposer. Mais ce qu'on sait aussi avec ces populations vulnérables-là, c'est pas qu'ils ne croient pas en la cause, mais qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les capacités ou le temps nécessaire et les revenus pour pouvoir faire tout ce que nous, on leur demande de faire en bout de ligne. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres là, pour lequel l'information qui nous est fournie au niveau de l'aire de diffusion, entre autres, là, c'est vraiment une information qui est très utile pour nous dans notre planification et priorisation des interventions. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, je sauterais peut-être à quelques questions du public. On a Chantal Payan qui demande si on peut adapter l'outil à d'autres villes, puis est-ce que les villes est-ce que ce sont les villes qui doivent en faire la demande? Donc, j'ajouterais peut-être à ça, est-ce qu'il y a du financement disponible pour les municipalités qui en font la demande? Je peux commencer à répondre et puis Sylvia, tu pourras compléter. Donc, comme je le mentionnais, oui, l'outil peut être adapté à l'ensemble des villes canadiennes puisqu'on se base principalement sur des jeux de données publics. On peut aussi utiliser des données supplémentaires si les villes nous les fournissent, mais l'idée de ce projet, c'était un projet pilote et on souhaite qu'il y ait davantage de villes qui y participent. Après, pour tout ce qui est l'aspect financement, ce programme, enfin ce projet en particulier, ça a été financé par la Fondation David Suzuki. Puis pour la suite, il y a des sources de financement qui existent pour les villes, notamment la FCM ou la FQM, pour venir aider. Il y a certaines analyses qu'on a fait aussi s'insèrent bien dans tout ce qui est les analyses pour les plans climat. Donc ça peut être aussi potentiellement une manière de réaliser ce projet pour vos villes. Super. Maintenant, on a une autre question de Joël Leroy-Lefrançois qui demande si les friches naturelles qui incluent des herbacées et des arbustes ont été prises en considération dans votre analyse, considérant leur importance pour la biodiversité en milieu urbain.
Oui, bah, je peux répondre et puis Sylvia, tu me complètes au besoin aussi. Oui, oui, ça a été pris en compte. Euh, Comment nos analyses fonctionnent, c'est on s'est basé vraiment sur le côté spatial du territoire, où sont, ben, oui, les friches, les milieux boisés, puis ensuite, dépendamment des analyses qui sont réalisées, ben, chacun des infrastructures naturelles a une valeur plus ou moins élevée. Pour la connectivité, par exemple, ben, les friches étaient évidemment prises en compte, les boisés aussi. Pour tout ce qui est plus lié à la régulation de l'eau, donc quand il y a beaucoup de précipitations qui tombent, ben, est-ce que les friches ont une valeur plus importante que des boisés? Enfin, voilà, chaque infrastructure naturelle a été prise en compte. Tout n'est pas forcément indiqué sur la carte interactive. Par exemple, les arbres individuels, on les a pas indiqués parce que sinon la carte aurait été complètement surchargée. Mais oui, l'ensemble des infrastructures naturelles ont été pris en compte. Puis on a une autre question de Alexandre Gagnon qui mentionne que l'analyse de vulnérabilité est pour l'adaptation aux conditions climatiques futures euh, se sont concentrés sur les arbres. Donc, il demande est-ce qu'il est prévu que d'autres paramètres comme les milieux humides ou les milieux hydriques soient intégrés dans l'analyse? Mais je peux commencer, peut-être Olivier me complète par après. C'est sûr que ceci était un projet pilote. On voulait voir à quel point on pourrait chercher des services écosystémiques par différents types d'écosystèmes. Alors, dans un premier temps, on a focalisé beaucoup sur les forêts parce que beaucoup de nos territoires sont forestiers, mais c'est quelque chose qu'on aimerait voir à quel point on peut rajouter des autres écosystèmes en termes de leur vulnérabilité et de voir c'est par quel mécanisme ou quel service qui va changer en fonction des changements climatiques, mais c'est quelque chose qu'on aimerait creuser, à voir quoi d'autre on peut ajouter pour avoir une vision plus complète sur le portrait de tous les différents types d'écosystèmes qui se trouvent dans les villes. Super. On a Jonathan Boivin qui demande s'il y a possibilité d'avoir plus de détails sur la méthodologie d'échantillonnage. Peut y aller. Ben, la méthodologie d'échantillonnage en tant que telle, ça a été vraiment, on a pris des données géospatiales. Donc, on a d'abord regardé les données publiques qui existaient à travers différents sites gouvernementaux. Et puis, aussi, on a contacté les villes pour savoir est-ce que vous aviez des données plus précises. Euh, donc, il n'y a pas d'échantillonnage terrain qui ont été faits en tant que tel. Comme, enfin, c'est des grosses analyses géomatiques. C'est ça. On n'a pas fait d'analyse, enfin, d'échantillonnage, d'inventaire terrain par nous-mêmes. On a pris en compte des images satellites, par contre, des données des villes et puis des données publiques. Alors, on a une autre question de Daniel Rosset qui, ben, qui demande, ben, en fait, demande si j'ai bien compris que les données acquises datent de 2022. Donc, ce serait un Polaroid de ce qui était disponible à ce moment-là. Puis, je vais lire sa question. À Gatineau, avec notre rythme de développement accéléré dont parlait M. Dumas, nous aurions davantage besoin d'un live stream tant les milieux naturels sont remplacés par des bâtis. Y a-t-il moyen d'actualiser les données à partir desquelles les visualisations sont conçues de façon périodique, qui aurait la responsabilité financière d'agir dans cette vision et direction? Et je vous félicite pour le travail. Ok, c'est gentil, merci. Bah, désolé, j'ai pris la parole, mais je vais commencer, puis je laisserai les autres personnes répondre, mais c'est un très bon point. C'est vrai que nous, nos analyses, comme le projet a commencé en 2022, notre collecte de données, on l'a fait en 2022. Donc, tout ce qui est affiché actuellement, c'est en général, ça date de 2022. Et puis, ce qui était intéressant dans le projet, c'est que toutes les méthodologies qu'on a créées, on les a mis, on a créé des scripts en fait. Donc maintenant, tout le flux de travail est créé. Donc mettre à jour ces analyses, ce serait beaucoup plus rapide maintenant que quand on a débuté le projet. Donc là, oui, effectivement, c'est des portraits des villes de 2022, mais on pourrait réactualiser ça.
Qui doit s'occuper de faire cette réactualisation-là? Comment on finance ça? Ben, c'est peut-être plus maintenant aux villes, à savoir est-ce qu'elles veulent réactualiser le portrait et puis à quelle fréquence aussi on veut le faire. Parce que c'est vrai qu'à Gatineau, c'est un très bon exemple. Il y a beaucoup de changements, même dans les données. Donc voilà, nous, on a fait comme une preuve de concept. Et puis par la suite, c'est voir un petit peu l'engagement des villes si on veut poursuivre. Voilà. Alexandre, peut-être, je pense que tu veux compléter. Ben, certainement, puis c'est une des limites de cet outil-là, là, comme plusieurs autres outils et données qu'on possède dans une municipalité, par exemple. C'est que moi, je rêve du jour où on aura en temps réel toute l'information nécessaire pour notre prise de décision. Puis cet avenir-là, avec l'intelligence artificielle et la technologie, n'est peut-être pas si loin que ça. Mais en attendant, on travaille avec ce qu'on a. Et puis, comme Olivier dit, ça sera beaucoup plus facile d'actualiser cet outil-là et la cartographie au fur et à mesure qu'on a des nouvelles données. Par contre, c'est effectivement un projet qui était fixe et qui est complet. Et puis, si je parle pour nous, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réévaluer de est-ce qu'on peut mettre à jour en fonction des nouvelles informations qu'on a. Peut-être pas à chaque fois qu'on a une nouvelle information, mais périodiquement, quand là, on a beaucoup d'informations qui peuvent être mises à jour, est-ce qu'on entre dans un nouveau processus d'analyse? Mais c'est vraiment quelque chose qui est possible maintenant. Super. On a maintenant Mathieu No qui demande si l'analyse pourrait aussi analyser la situation selon la règle du 3-30-300, soit 3 arbres vus de sa fenêtre, 30% de canopée par quartier et vivent à 300 mètres d'un espace vert. Mais je vais commencer. C'est pas directement évalué dans l'outil, mais c'est quelque chose qui probablement pourrait être assez facilement évalué en fonction des jeux de données qui sont téléchargeables. Alors, on a une belle perspective sur où sont les arbres et la canopée à travers la ville pour calculer c'est quoi les essences qu'on peut voir dans notre proximité, c'est quoi la couverture forestière qui entoure une région. Nous avons aussi fait une analyse qui fait l'évaluation de la proximité des habitants à des espaces verts dans le rayonnement de 300 mètres, spécifiquement pour répondre à cette question-là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de villes qui commencent déjà de parler du règle 3-30-300, qui est un peu similaire à celui de 10-20-30. Alors, ce sont des données qui pourraient être utilisées pour probablement calculer cet indicateur, mais ce n'est pas fait directement dans l'outil pour l'instant. Merci beaucoup. On a maintenant Clara Galland qui revient sur un élément mentionné par Julie Tellande, qui a parlé de l'intégration de la notion de connectivité dans leur outil d'urbanisme. Puis se demande est-ce que la notion de connectivité a été ajoutée dans votre règlement de zonage ou un autre règlement municipal? Puis est-ce que cet aspect concerne seulement les terrains municipaux ou aussi les terrains privés, par exemple, exiger des promoteurs à intégrer des corridors dans votre plan dans leur plan de projet. Puis c'est un défi de protection de la biodiversité parce que la plupart des terres sont de teneur privée. Oui, en fait, au niveau du plan d'urbanisme, là, on est dans le chantier là, de réviser tout ce grand document-là. Donc, il n'y a pas aucune norme actuellement de traduite là, dans le règlement d'urbanisme. Par contre, c'est un souhait d'intégrer, tu sais, les notions de biodiversité puis de corridors écologiques. Fait que c'est à suivre, là. On est en train de travailler sur cette thématique-là. Merci beaucoup. Il y a Yolande Amiot qui demande est-ce que toutes les villes sont impliquées ou avisées de ce projet? Est-ce que Oui. le projet a été
Je peux y aller. Comme on l'a dit initialement, le projet, la naissance du projet, ça devait être de sélectionner des villes. Donc, c'est la Fondation David Suzuki qui a réfléchi à quelles villes pouvaient être impliquées dans le projet. Et ensuite, au cours du projet, Habitat, on a été responsable de faire toutes les analyses. Donc, on a discuté avec les villes, bon, premièrement pour tout leur jeu de données, puis ensuite pour un petit peu construire l'outil, surtout savoir si les analyses qu'on proposait, est-ce qu'elles avaient du sens, et puis le côté facilité d'utilisation de l'outil, bien choisir les termes aussi. Donc, vraiment la conception de l'outil, on a eu du feedback, des retours d'expérience de chacune des villes. Puis aussi, on a fait des ateliers avec chacune des villes. Ça, on n'en parle pas vraiment dans le projet, mais c'est plus un peu, là, c'est comme un état des lieux actuel, un portrait actuel qu'on a fait du territoire, mais on a aussi réfléchi, OK, en 2050, à quoi ressembleraient vos villes, puis comment ils pourraient avoir des impacts sur les infrastructures naturelles. Donc, on a fait des ateliers avec chacune des villes où on a réfléchi ensemble pendant une journée à se dire, OK, ici, il va y avoir du développement, là, il va y avoir de la conservation, puis on a refait nos analyses pour voir un petit peu les impacts, les gains et les pertes de services écosystémiques. Super. Maintenant, le webinaire officiel touche presque à sa fin. Puis, je me demandais, est-ce que il y a une façon pour laquelle les utilisateurs pourraient vous contacter pour en savoir plus sur l'outil? Oui, je peux y aller aussi. On enverra un courriel à toutes et à tous demain pour juste partager le lien du webinaire et puis d'autres informations. Le lien, je veux dire, pour si vous voulez réécouter le webinaire, un lien aussi vers les cartes interactives, puis vous aurez nos adresses courriel si vous souhaitez nous contacter directement. Dans le chat, il y a Victoire aussi qui s'occupe de un petit peu répondre à vos questions, mais voilà. Super. Donc, il reste encore quelques questions dans la section questions-réponses. Puis, le webinaire touche bientôt à sa fin. Puis, probablement qu'il y a plusieurs participants qui doivent retourner à leur tâche. Donc, je ferai le mot de la fin, mais on peut encore rester une trentaine de minutes pour répondre à des questions supplémentaires pour ceux et celles qui peuvent rester. Donc, merci à tous les intervenants qui ont participé aujourd'hui. Donc, Sylvia Wood, Olivier Tanguy d'Habitat, merci à Julie Deslande et Gabriel Dutil de la Ville de Québec et Alexandre Dumas de la Ville de Gatineau. Merci aussi à Trevor Leach de la Fondation David Suzuki et Victoire Poujon d'Habitat pour votre soutien technique en coulisses virtuelles et à tout le personnel et les sympathisants de la Fondation David Suzuki, encore la Fondation Rothberg pour sa contribution continue au travail. Je vous rappelle qu'on va vous envoyer un lien vers l'enregistrement du webinaire ainsi que les coordonnées d'Habitat si vous souhaitez explorer davantage l'outil. Et puis, n'hésitez pas à le partager largement dans vos réseaux. Je vous rappelle que vous êtes invité à rester encore une trentaine de minutes si vous le désirez. Puis pour les autres, je vous dis bonne journée. Merci pour votre intérêt et votre engagement dans cet important dialogue. Donc, je peux revenir à quelques questions. Il y a je pense que c'est une question qui revient sur la question précédente, F du M, qui demande peut-on connaître le nom des villes? Probablement les. Oui, les villes qui ont participé au projet, c'était, comme Sylvia le mentionnait au début, c'est les villes de Gatineau et Québec qui sont représentées ici. Puis il y avait aussi la ville d'Ottawa, de Saskatoon et de Vancouver. Donc voilà, c'était nos 5 villes participantes pour ce projet pilote. On a Catherine Vallée qui demande la teneur privée sera-t-elle un frein aux transformations qui nous pourront amener au territoire pour bénéficier davantage des services écosystémiques par voie réglementation municipale?
Est-ce que la réglementation municipale a des leviers concernant les tenures privées? Peut-être les intervenants. Oui, c'est ça. Je sais pas, Julie ou Alexandre, si vous avez une réflexion sur cette question. Ben moi, je suis pas urbaniste de formation, là. Certainement que mes collègues pourraient vous donner beaucoup plus de réponses à cet égard-là. C'est sûr qu'on a quand même certaines contraintes au niveau de la tenue des propriétés. Par contre, tu sais, au-delà du réglementaire, il y a quand même des programmes qui peuvent être mis sur pied pour stimuler l'intérêt des citoyens au niveau de la plantation. Moi-même, j'ai bénéficié de ce programme-là, au même titre que les autres citoyens de Québec, là, pour planter des arbres gracieusement là, sur ma propriété. Fait que je pense qu'il faut vraiment faire une amalgame là, de plusieurs outils là, pour arriver à nos fins, là, pour assurer là, qu'il y ait une bonne répartition puis une belle quantité d'infrastructures vertes là, dans une ville. Merci. Donc, Sylvia et Olivier, peut-être, je me demandais, est-ce que l'outil pouvait être utilisé de façon plus large pour examiner des tendances au niveau national? C'est une très bonne question, ça. Ben, l'idée, c'est vraiment de minimalement faire un portrait des villes à travers le Canada pour savoir à quel point les infrastructures naturelles sont intégrées à chaque ville et voir les tendances et les disparités. Puis, comme la question d'avant, cette question de mise à jour dans le temps, je pense que ça, c'est un défi à laquelle on essaie de se confronter en disant, ben, c'est quoi les méthodes? Parce que souvent, nous, comme analyste, on est limité par les types de jeux de données qui sont mis à jour et le rythme à laquelle ils sont mis à jour. Certaines de nos analyses sont basées sur des inventaires d'arbres. Ceux qui sont dans certaines villes qui ont des grands moyens, ils sont mis à jour assez régulièrement. Mais pour les petites municipalités, ça leur impose un frais assez important pour faire la mise à jour de ces données-là. Alors, c'est de voir aussi à quel rythme les données sont renouvelées, qui pourrait un peu dicter le rythme à laquelle on pourrait faire ces analyses-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des approches standardisées dans l'espace, mais aussi dans le temps, qui nous permettent de vraiment faire un suivi. Parce que si on fait à chaque fois une nouvelle analyse, mais avec des différentes méthodes, c'est pas nécessairement comparable. Alors, nous avons aussi utilisé et mobilisé les outils ouverts. Alors, c'est pas juste nous qui peut les faire, mais les autres groupes, les villes peuvent aussi les mobiliser eux-mêmes pour faire des suivis, pour voir l'évolution dans le temps aussi. Alors, toutes les méthodologies sont là et ce qu'on veut, c'est qu'ils commencent à avoir vraiment une communauté de pratiques qui évolue autour de la gestion des infrastructures naturelles et des types d'approches que ça peut mobiliser. Merci beaucoup. On a une question de Ariane Couillard qui concerne la méthodologie. Elle demande s'il y a une pondération qui a été appliquée au service écosystémique cumulé. Sinon, est-ce qu'on pourrait envisager une pondération pour refléter des enjeux spécifiques à un territoire, comme par exemple la présence d'espèces à statut pour les corridors de connectivité, la rétention d'eau lors de pluies extrêmes ou encore les îlots de chaleur? Mais je peux commencer, Oli, tu peux me compléter? Ben, c'est ça, toutes les couches brutes sont disponibles pour téléchargement. Alors, c'est pas nécessairement statué que la pondération doit être la façon que nous avons fait. Nous n'avons pas mis de pondération. Nous avons juste donné chacun le même poids, mais selon une ville qui a peut-être des enjeux plus importants que d'autres, ils veulent orienter leur plantation peut-être pour la lutte contre les îlots de chaleur, mais ils peuvent refaire assez facilement dans QGIS ou ArcGIS une pondération qui reflète mieux les enjeux de leur territoire. Alors, il n'y a rien qui empêche de réutiliser ces données par après aux fins particulières d'une ville. Merci beaucoup. Donc, je demandais maintenant que vous avez cet outil en main, est-ce que vous avez d'autres recommandations pour surmonter des obstacles sociaux et politiques? J'imagine que c'est beau d'avoir c'est une planification idéale, mais il y a toujours des freins sociaux et politiques à ça. Est-ce que
Ben, Est-ce que je vous avez peux, des recommandations? je peux peut-être commencer, mais je pense que tu sais, un des premiers freins, c'est tu sais, la diffusion de l'information, là. Par exemple, la Ville de Québec, c'est une très grande organisation, là. Fait que, tu sais, de bien informer les différents intervenants là, de cet outil-là, de sa portée. En tout cas, je pense que c'est vraiment important, là. D'ailleurs, l'équipe d'Habitat est venue présenter à différents intervenants là, au niveau de notre organisation l'outil, là. Fait que ça, je pense que ça va aider beaucoup. Puis, bon, l'information, on l'a diffusée là, sur un réseau à l'interne. Pour ce qui est des défis, c'est sûr que souvent des interventions au niveau d'une trame urbaine très dense. Tu sais, c'est des interventions qui coûtent très, très cher, là, notamment au niveau de la plantation, parce que l'espace public est- est vraiment déjà saturé. Il y a beaucoup de contraintes là, par rapport aux équipements qui sont déjà installés. Fait que je pense que l'outil, notamment, peut nous donner peut-être des leviers, tu sais, par rapport à la fragilité de certaines infrastructures au niveau des changements climatiques, mais également au niveau de la vulnérabilité de la population. Fait que ça, c'est un élément, là, je pense, levier là, qu'il va falloir valoriser là, dans l'utilisation de notre outil, là. Merci beaucoup. Alors maintenant, Chantal Payan qui demande si l'outil permet de calculer des économies monétaires sur les infrastructures municipales que procurent les infrastructures naturelles. Je peux commencer. Ben, c'est une très bonne question. Puis, pour l'instant, non. En fait, ben, on est capable de le faire, d'évaluer l'aspect économique de certains services écosystémiques. Chez Habitat, on le fait, on l'a fait dans d'autres projets. Dans celui-là en particulier, on a juste mis de l'avant pour l'instant les côtés biophysiques, donc vraiment les quantités d'eau qui sont retenues par les écosystèmes, mais on l'a pas traduit en valeur économique. Mais ça, ce serait aussi peut-être quelque chose qui pourrait être fait dans une deuxième phase d'un tel type de projet. Et peut-être je vais juste ajouter à ça, c'est qu'il y a un mouvement au niveau canadien pour avoir des standards sur comment on fait la cartographie des infrastructures naturelles. Il y a un nouveau standard qui est sorti en janvier cette année pour statuer sur comment est-ce qu'on devrait cartographier les milieux naturels dans une vision de aussi aller vers les valeurs financières liées à ces infrastructures. Alors, une deuxième standard va sortir dans 1 an, 2 ans, je pense, qui vont statuer sur comment on peut valoriser nos infrastructures naturelles, c'est quoi les bonnes approches à mobiliser pour qu'on ait une valorisation standard aussi à travers le Canada. Alors, c'est vraiment un milieu actif. On fait actuellement des analyses pour les villes chez Habitat, mais c'est quelque chose où on va aussi suivre les standards qui vont sortir pour s'assurer que les villes avec qui on travaille ont les meilleures données au niveau des valeurs économiques liées à leur infrastructure naturelle. Mais je vous encourage d'aller voir aussi les standards sur même juste créer l'inventaire de vos infrastructures naturelles. Il y a des standards qui sont disponibles. Merci beaucoup. De mon côté, je me demandais comment la carte ou les cartes pouvaient être utilisées par les citoyens ou d'autres collectivités. Est-ce que ces cartes-là conviennent juste aux municipalités ou conviennent aussi aux petites collectivités? Je ne sais pas, Oli, est-ce que tu veux peut-être démontrer les autres couches qui sont dans la carte interactive, qui sont peut-être plus pertinentes pour les organismes, les citoyennes, etc.? Oui, je peux faire ça. Puis, je vais partager mon écran à nouveau. Oh. Oui. Excusez-moi, il y a les visages des panélistes au milieu de mon écran. Hop là. Donc, on a montré quelques thèmes, mais peut-être, bon, déjà, l'idée de cette carte, c'est qu'on voulait créer un outil qui soit accessible à tout le monde. Donc, on l'a rendu assez facile d'utilisation. Donc, n'importe quel citoyen peut aller sur la carte et puis zoomer sur son petit quartier, regarder qu'est-ce qu'il y a sur le territoire, puis les services écosystémiques associés. Donc, par exemple, quelque chose qui peut être utile,
pertinent, c'est savoir est-ce que les personnes sont dans des zones qui sont considérées comme des îlots de chaleur ou de fraîcheur. Donc, ça, c'est quelque chose peut-être d'intéressant, puis qui peut ensuite, que ce soit un citoyen ou un groupe de citoyens, avoir une telle visualisation de se dire, bon, bah, j'habite dans cette zone-là, il fait en général plus 5 degrés comparativement au reste de la zone périphérique. Ben, j'aurais peut-être envie de mettre des arbres autour de chez moi. Alors que quand on est dans des zones plus bleues comme ça, c'est des zones plus d'îlots de fraîcheur. Donc vraiment, juste l'aspect visuel, c'est un outil assez puissant pour que n'importe qui puisse comprendre qu'est-ce qui se passe sur son territoire. Bon, après les autres analyses qui peuvent être pertinentes, c'est peut-être voir l'accès au parc. On n'a pas vraiment montré cette analyse-là, mais c'est en fait, on a pris en considération l'ensemble, tous ces petits carrés jaunes, ces petites zones jaunes, c'est des espaces extérieurs publics, généralement des parcs. Et puis là, on a regardé le nombre de personnes qui pouvaient avoir accès à ces parcs. Selon une distance donnée. Donc, on a pris une distance de 300 mètres et puis là, ça nous permet de juste savoir la population. Quelle est la part de la population totale qui peut avoir accès à ces zones? Puis, ça nous permet aussi de voir les zones où il y a plus ou moins un bon accès. Donc, quand on est dans une zone en rouge, ça veut dire dans cette aire de dissémination-là, il n'y a pas assez de parcs à proximité comparativement au nombre de personnes qui se trouvent dans cette zone-là. Donc ça aussi, ça peut être un outil peut-être plus aussi à destination de la ville, à savoir si on veut ajouter des parcs, des espaces verts en ville, où est-ce qu'on devrait en ajouter en priorité. Donc, nous, on a fait vraiment un ensemble d'analyses sur des services écosystémiques divers et variés, puis c'est ensuite aux villes de savoir selon un petit peu leur volonté. Si c'est de promouvoir l'accès au parc, ça peut être peut-être d'utiliser cette analyse-là. Si c'est regarder un petit peu, voir où est-ce qu'il y a beaucoup de surfaces minéralisées, donc qui génèrent des îlots de chaleur, qui aussi génèrent beaucoup de ruissellement de l'eau, donc de potentielles inondations, bah, c'est d'autres analyses aussi qui peuvent être mises de l'avant. Voilà, je ne sais pas si vous avez... Il y a d'autres analyses que je peux montrer, plus le côté résilience, mais je vais peut-être m'arrêter là s'il y a des questions ou si d'autres personnes veulent rebondir sur ce que je viens de dire. Ben, si il n'y a pas d'autres questions, donc si tu veux poursuivre dans cette lancée, je t'invite à y aller. Sinon, je pense qu'on va y aller avec le mot de la fin. OK, bon, bah, je fais un dernier petit tour, juste ce qu'on vous a montré au cours du webinaire de la première heure, c'est vraiment le côté mettre de l'avant, promouvoir l'équité environnementale. Mais il y avait aussi un volet plus sur l'adaptation au changement climatique. Donc, on s'intéressait spécifiquement aux arbres et aux boisés urbains, comme je pense que c'est Sylvia qui le mentionnait pour répondre à une question. Mais on a regardé un petit peu, bon, les vulnérabilités actuelles à des maladies, à des insectes ou à des événements extrêmes. Donc, pour chacun des arbres ou des forêts, on va aller voir plutôt les arbres urbains, on a donné une valeur de vulnérabilité. Donc, si on zoome sur n'importe quel petit arbre, on va aller à cela, par exemple. Donc là, si on regarde sur la petite boîte de dialogue qui s'ouvre quand on passe sur un arbre ou un autre, ben, on a des données sur déjà l'espèce de l'arbre et ensuite une valeur soit de 0 ou 1 pour savoir s'il est vulnérable ou résistant à un ensemble de menaces. Donc, par exemple, là, l'érable argenté, en général, c'est une espèce qui résiste à la plupart des maladies. Par contre, c'est une espèce susceptible aux insectes, résistante à la sécheresse, etc., etc. Puis, on a un indice de vulnérabilité agrégé qui prend en considération chacune de ces menaces et qui permet d'avoir comme un petit portrait sur le niveau de vulnérabilité de l'espèce en tant que telle. Donc, on a fait ça pour l'ensemble des arbres publics et puis aussi sur les boisés. Je ne peux pas forcément voir les boisés. Puis, en parallèle de ça, on a étudié les conditions climatiques futures et voir comment les arbres étaient adaptés aux conditions climatiques futures. Donc là, on va aller juste rapidement dans la méthodologie pour expliquer comment ça fonctionne, cette analyse-là. C'est qu'en fait, on a pris 5 critères climatiques
liées aux températures et aux précipitations. Donc, en 2050, quelles vont être les conditions en termes de précipitation et de température à l'échelle de la ville et voir si les arbres seront bien adaptés ou pas à ces conditions climatiques-là. Parce qu'on sait que les arbres, ils poussent, ils grandissent de façon adéquate selon des conditions climatiques particulières. Par exemple, un érable à sucre, ça a besoin de chaque année 1000 mm de pluie, ça a besoin de température annuelle moyenne de 3 degrés. Ben là, est-ce qu'en 2050, on va toujours avoir 1000 mm de pluie et puis une moyenne annuelle de 3 degrés? Donc, c'est ça qu'on a comparé, en fait, pour voir si chacun des arbres était bien adapté ou pas. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on voit par exemple pour la ville de Québec, en général, les arbres sont modérément adaptés. C'est-à-dire que sur les 5 critères considérés, il y en a un, oui, c'est ça, un qui est dépassé. Ça ne veut pas forcément dire que l'arbre, comme il est modérément adapté, il va disparaître, mais c'est plus que peut-être ses conditions de croissance, sa vitesse de croissance va être un peu moins élevée. Puis si il y a en plus des phénomènes climatiques extrêmes récurrents qui interviennent, ces arbres-là vont peut-être être plus un risque de dépérir, en quelque sorte. Voilà, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Vraiment, vous pouvez explorer les cartes. On a fait beaucoup d'analyses, les méthodologies sont expliquées. Donc là, l'idée, c'est que les personnes qui sont présentes, allez voir les cartes et puis vous pouvez nous envoyer un courriel après pour avoir plus d'informations par rapport à ça, au besoin. Merci beaucoup, Olivier. Donc, on n'a plus d'autres questions dans la section questions-réponses. Donc, je pense que c'est maintenant la fin officielle du webinaire, mais peut-être avant de tout quitter, je vous laisserai faire peut-être un petit mot de la fin chacun là, pour vous inviter à partager vos impressions finales concernant l'initiative, puis et voir si vous êtes toujours autant inspiré. Donc, j'irai avec Alexandre cette fois-ci. Mais merci. Je profite de l'occasion encore pour vous remercier, là, ceux qui ont travaillé sur le projet. Là, c'est apprécié. Même mes collègues m'en voudraient là, d'avoir oublié de mentionner le test climat de Gatineau qui est en préparation, qui s'en vient, mais c'est une autre possibilité là, d'utilisation de ces données-là. Peut-être pas dans tous les cas, mais dans certains cas, là. Donc, en conclusion, là, c'est un outil d'aide à la décision qui est disponible et qui s'ajoute à d'autres outils et informations qu'on possède dans les municipalités. Merci. Donc, Julie ou Gabriel. Je peux y aller. Oui, vas-y. D'abord, un gros merci à toute l'équipe là, d'Habitat de David Suzuki pour la belle opportunité. Puis c'est certain que chez nous, ça va vraiment être utile. Puis ça va nous faire plaisir aussi de faire découvrir là, ce bel outil-là à tous nos citoyens. Julie, si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. Oui, ben, on est vraiment satisfait là, de l'expérience avec l'équipe d'Habitat puis de la Fondation David Suzuki. Ça a été des opportunités d'échange vraiment enrichissantes. Je pense que tu sais, les ateliers d'échange qu'on a eus, notamment pour créer tu sais, des scénarios prospectifs tu sais, dans le futur, ça a permis vraiment d'échanger sur nos visions en matière de développement, d'aménagement du territoire. Puis, ben, on pourra évaluer l'opportunité là, de réaliser dans 10 ans peut-être un autre exercice pour voir finalement comment est-ce qu'on a bien guidé nos décisions, à savoir si finalement là, des bénéfices ont été maintenus ou peut-être même accrus là, dans certains endroits. Fait que, en tout cas, on fait compter sur nous pour exploiter l'information puis la diffuser à l'ensemble de nos partenaires. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, du côté d'Habitat, avez-vous un mot final? Mais je peux aller en premier. Mais c'est juste que j'ai trouvé vraiment cette expérience avec les villes
vraiment stimulant, mais aussi au cours des 2 webinaires, on a eu tellement d'intérêt qui me donne beaucoup d'espoir qu'il y a un groupe de personnes qui s'engagent vraiment dans les questions de nature en ville et qui cherchent les outils et qui cherchent les méthodes pour améliorer la situation. Donc, en discutant avec les villes, ils ont des plans ambitieux pour améliorer, apporter, réintégrer la nature dans les villes, que je pense que ça serait super. Alors, je suis très contente d'être capable de participer et soutenir ces efforts-là à travers les analyses géospatiales, entre autres. Alors, tout le monde, j'espère que ça vous a aussi inspiré qu'il y a beaucoup de capacités, beaucoup d'informations et beaucoup de bonne volonté pour améliorer les villes et les rendre plus vertes. Alors, on va avancer ensemble. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je veux dire, ça a été un projet de longue haleine. Ça a été beaucoup de réflexion au sein de l'équipe d'Habitat sur les méthodologies. Des fois, il y avait des moments difficiles. Et puis, à la fin, je pense que l'outil, là, ça a l'air d'être très apprécié par les villes qui sont là. Puis, je pense que nous aussi, on est content de ce qu'on a fait. Puis, on travaille tous en environnement, on veut promouvoir la nature et puis c'est un outil à destination des villes, des urbanistes, c'est sûr, mais aussi pour les citoyens, pour peut-être mieux montrer la valeur de la nature en ville. Donc c'est ça qu'on essaie de promouvoir avec ce type d'outil-là. Oui, Si vas-y. jamais il y a des questions par après, ou n'hésitez pas de nous contacter chez Habitat. On va pouvoir vous répondre au niveau des éléments techniques ou méthodes, ou comment aussi s'engager ou travailler sur un type d'outil pour votre municipalité aussi, si c'est d'intérêt. Excellent. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé aujourd'hui. Je remercie encore les 5 panélistes et je remercie aussi Victoire et Trevor qui ont fait un beau travail de coulisses. Donc, c'est un travail très inspirant. Bonne journée.